Charline Vanhoenacker. Oui, Antoine Decaune. Bonjour. Et par la moitié flamande de Vanhoenacker d'ailleurs, parce que je vais recevoir Arnaud. Ouh. Depuis le temps qu'on l'attend. Arnaud, le chanteur belge. Oui, tout à fait. Vous avez bien de la chance. On va parler d'Ostende, notamment. Vous avez parlé de vos racines, quoi. Ah, oui. Ben oui. Ah, mais nous entend les pop, ça veut dire qu'il est 17h. Oui. Ah, il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Ils manifestaient hier pour demander plus de moyens pour dénoncer leur mal-être. Aujourd'hui, les policiers sont en deuil. 4 des leurs ont été tués au couteau en début d'après-midi dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris. L'agresseur, un policier, a été abattu dans la cour de la préfecture. Youssouf, un agent administratif à la DRH de la préfecture de Paris, de la préfecture de police de Paris, a vu ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans mon bureau en train de manger, juste au moment où j'ai entendu des cris d'une femme. Et en ce moment, avec ma responsable hiérarchique, on s'est dirigé vers la fenêtre. C'est au même moment qu'on a vu l'assaillant avec le couteau et entendre le policier qui lui disait « Jetez votre couteau, jetez votre couteau ». Il y a eu 2 fois la sommation. Donc en ce moment, il s'est précipité vers le policier, il s'est dirigé vers le policier. C'est en ce moment que le policier a tiré. J'ai juste vu l'action du tir, mais sinon je n'ai pas vu d'autres blessés. C'est par la suite que j'ai appris qu'une de mes connaissances était blessée. Donc voilà. J'étais sous le choc. À vous dire vrai, c'était la première fois que je voyais quelqu'un. Bon, c'est la première fois que je voyais des tirs. J'étais un peu sous le choc, mais bon. Mais ça ne remet nullement en cause le travail qu'a les policiers et les gardiens qui nous protègent ici à la PP. Non, franchement, c'est le moment de leur rendre hommage. Et c'est dommage que ce soit 4 d'entre eux ont payé de leur vie. On s'incline devant la mémoire des 4 disparus. Et on rend hommage aussi à la police parce qu'on travaille quotidiennement avec eux. C'est eux qui sont chargés de la sécurité et tout. Donc ça ne remet nullement en cause le travail qu'ils font tous les jours. Youssouf, interrogé par Ariane Grissel. Ariane Grissel, vous êtes depuis le début de l'après-midi aux abords de la préfecture de police de Paris. Alors à défaut de connaître véritablement les motivations du tueur, on sait maintenant qui il était et comment ça s'est passé. Oui, c'est un agent administratif, donc pas un policier, ce qui veut dire qu'il ne porte pas d'arme à feu. Un informaticien de 45 ans. Il travaillait depuis 2003 à la préfecture de police, à la direction du renseignement. Une perquisition est en cours à son domicile pour essayer d'en savoir plus sur ses motivations. Sa femme a été placée en garde à vue. Selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, cet homme n'avait jamais présenté de difficultés de comportement. Aujourd'hui, un peu avant 13h, il sort un couteau et commence à frapper dans les locaux à l'étage. Il continue en avançant dans le bâtiment et fait donc 4 morts, 4 policiers, 3 hommes et une femme avant d'arriver dans la cour de la préfecture où il est tué. Un 5e policier a également été blessé dans cette attaque. Il est en ce moment dans la salle d'opération. Et puis Ariane, le quartier est toujours bouclé autour de la préfecture de police de Paris dans l'île de la Cité. Oui, toute l'île de la Cité est bouclée à l'heure actuelle. Impossible d'emprunter les ponts qui y mènent. La station de métro Cité est toujours fermée. Énormément de voitures de police, de pompiers, les véhicules de secours et de police sortent et entrent régulièrement du périmètre. Les seuls autorisés à y accéder, le ministre de l'Intérieur est en ce moment sur place. Emmanuel Macron s'est également rendu à la préfecture de police. Le parquet antiterroriste se trouve aussi sur les lieux pour voir s'il se saisit de ce dossier. Ce n'est pas le cas à ce stade. Pas de piste terroriste pour le moment. Merci Ariane Grissel en direct de l'île de la Cité à Paris. J'ajoute qu'une perquisition est en cours au domicile de l'assaillant. Ariane Grissel qui était avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Et ce soir, on apprend donc que Christophe Castaner, qui devait se rendre en Turquie, en Grèce, a décidé finalement de reporter son déplacement. Emmanuel Macron qui s'est rendu, Ariane Grissel le disait à l'instant, sur place en début d'après-midi. Eh bien lui, il sera bien ce soir à Rodez, dans l'Aveyron, pour le premier débat sur la réforme des retraites. Mais il aura du retard. Le débat ne devrait commencer qu'à partir de 19h et il devrait durer 3 heures au moins. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump poursuit sa guerre commerciale après les produits européens qui vont être taxés. Le président américain s'est tourné aujourd'hui vers la Chine. Les États-Unis disposent de beaucoup d'options face à la Chine, a dit le président américain, si Pékin ne satisfait pas leurs demandes. Une délégation chinoise est attendue la semaine prochaine aux États-Unis pour de nouvelles discussions, assure aujourd'hui Donald Trump. Dans un registre plus léger, le mondial de rugby au Japon, on apprend ce soir que le 15 de France perd 2 nouveaux joueurs, le talonnaire Movaka et l'arrière Thomas Ramos. Tous 2 sont blessés et donc sont contraints d'abandonner la compétition. Didier Deschamps, lui, fait revenir Steve Mandanda en équipe de France pour les matchs de qualification de l'Euro 2020, les 11 et 14 octobre prochains contre l'Islande et la Turquie. Le sélectionneur des Bleus qui devra également dans le même temps se priver de Didier Pogba blessé. Concernant le mondial qui aura lieu en 2022 au Qatar, mondial de foot, l'appel de 2 élus
élus aujourd'hui. Le député Génération Régis Roernicot et le maire socialiste de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, demandent à Didier Deschamps de ne pas participer à ce mondial. Les élus dénoncent le malaise actuellement aux mondiaux d'athlétisme. L'organisation, disent-ils, est catastrophique. Les stades sont vides et l'intégrité physique des athlètes est mise en danger par la chaleur. Doha, au Qatar. Eh bien, on y va justement. Bonsoir Vincent Pellegrini. Bonsoir Laetitia. Vous assistez aux mondiaux d'athlétisme, vous n'êtes pas nombreux mais vous y assistez quand même. Deuxième journée pour nous, pour le décathlon, et on espère bien que Kevin Mayer sera sur le podium à la fin. Alors il a plutôt bien réussi le 110 mètres haies, deuxième place, et là c'est le lancer du disque. Oui, il a réussi 48 mètres 34, une performance honorable, mais on a eu une inquiétude pour Kevin Mayer à l'arrivée du 110 mètres haies qu'il a achevé dans le temps de 13 secondes 87, un temps moyen pour lui. Il a grimacé visiblement, il s'est fait mal à la cuisse et on a bien cru qu'il allait abandonner Kevin Mayer. Finalement, il s'est donc présenté pour se lancer du disque. Il reprend la tête du décathlon, même si on attend maintenant la performance du leader actuel, le Canadien Damian Warner. Prochaine épreuve pour Kevin Mayer, le concours de la perche prévu à partir de 18h ici à Doha, où effectivement la seule tribune qui est pleine, c'est la tribune de presse. Merci Vincent Pellegrini. Vous écoutez France Inter, il est 17h06. Demain sur France Inter, Sylvie Testu sera dans la bande originale. 11h, Nagui. Une comtesse, une marquise, un chevalier, des vallées et des amours à reconquérir. C'est l'heureux stratagème de Marivaux que viendra nous présenter Sylvie Testu. Alors je sais qu'il faut respecter la culture de chacun. La bande originale. Demain sur France Inter à partir de 11h. Dimitri, professeur d'université, roule peu. Voilà pourquoi GMF fait baisser le prix de son assurance auto. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. J'ai oublié de vous dire que tout à l'heure, le téléphone sonne sera consacré au QI des enfants. Faut-il l'évaluer ? On se demande s'il faut évaluer celui de par Jupiter. Non, Il est ne déjà vous donnez très, pas très haut, cette peine. Merci Laetitia Gaillet pour les informations. À demain. Allons-y. 9h30 dans le bureau de Par Jupiter. Non mais tu te rends compte, Arnaud, notre idole. Ah oui, Arnaud, oui, Ouais. je vois bien, mais il n'a pas de nom de famille en fait, ce monsieur Mais Arnaud non, mais là. Arnaud, c'est Arnaud, mais Oui. c'est celui qui dit que la Belgique n'existe pas. Ah, mais attends, mais il est pas belge. Non mais j'ai hâte qu'Alex arrive Ouais. pour pouvoir en discuter avec un vrai connaisseur là. Oui, mais. Oui. Salut les amis. Oh, Mais bah, Christine, t'es déjà là, on est que Salut. jeudi. bah, tu viens préparer ta chronique de demain. Ah non, mais je remplace Alex. Il est à Aquaponais en Ardèche. Ah bon Ah non, mais ça tombe mal. T'es le jour où on reçoit Arnaud, quoi. Ça n'a rien à voir avec toi, Christine. En plus, j'adore la Suisse. Attention, alors. c'est de la suissophobie, Charline. Ah là. non mais t'inquiète, hein, je maîtrise super bien le belge. Et puis Aïe. le belge c'est un peu comme le suisse. Hein Enfin en plus fauché quoi. Eh oh, Ouais, ça ouais. va. Non, mais là, c'est pas n'importe quel belge, il est flamand, Arnaud. Ah mais je fais très bien l'accent flamand. Ah non, non. par pitié, pas les accents. Hein. Est-ce que moi je te dis, y a pas le feu au lac Ah, c'est nul ton accent. Bref, enfin, moi je veux bien remplacer Alex, pas de problème, hein, avec plaisir. Mais ce qui m'ennuie, c'est que l'invité, il est vivant. Ah bah oui, C'est vrai. et oui, toi ça t'arrange pas. Bah non, forcément. parce Ah oui. que sinon j'aurais pu vous bricoler 2-3 trucs avec un Oui. bon vieux radioscopie, 2-3 vieilles questions de chancel et paf, c'est dans la boîte. Non, mais il est non. plus que vivant, Arnaud. Il est même en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Oh là alors. là là, Ouais. mais j'ai jamais interviewé un vivant. Moi, ça bouge, ça respire, c'est imprévisible. Ça va aller, Christine. Prends une grande respiration. Tu veux dire un dernier soupir? Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Tous les chemins mènent à Google. Et voici le sommaire. La Belgique n'a toujours pas de gouvernement, mais la Flandre, oui. Et il est dirigé par un certain Jean Jambon. Son gouvernement a donc été baptisé Jambon Ier. On l'appelle aussi la coalition des perdants. Enfin, attention parce qu'on va parler politique belge. hein. Non, mais je crois qu'il n'y a pas moyen. Je pige jamais rien à ce que vous dites. Des chercheurs nous révèlent pourquoi on se souvient de certains de nos rêves, même si souvent, ça serait pas plus mal de les oublier. J'ai rêvé que j'allais faire des courses toute nue dans un magasin, que tous les gens me regardaient, qu'il y avait une vendeuse qui me chassait à coups de pommes de terre pourries. Plusieurs jeunes chanteurs ont décidé de partir en retraite anticipée ou de faire une longue pause. Et puis non. Oh, et puis oui. M. Pokora, Nicki Minaj ou Big Flo et Oli gèrent-ils leur carrière comme une entreprise ? Un ramassis de feignants et du genre au foutre. Voilà ce que c'est que les jeunes d'aujourd'hui.
Christine Gonzalez avec nous aujourd'hui. Vous avez sélectionné l'équipe. Oui, une équipe alors qui est une sorte de visage de l'excellence. C'est l'oreille de cette émission. Elle détecterait un fa dièse dans un débat de l'Assemblée nationale. L'oreille est percée mais précise. Djoubaka, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? De l'invité. Alors on verra qui c'est. Ouais. C'est le nez de cette émission. On a parlé de l'oreille. Voici le nez parce qu'il flaire la pensée fine à 10 km à la ronde. C'est notre truffier à prix Nobel, Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Je vais vous parler de lutte contre le sida avec un collectionneur de préservatifs. Et il en a de plein de tailles. J'imagine. Ce sont des gros, alors là, avec une taille de 10 cm de diamètre. Hein. Ça devrait aller, je pense que le sida passera pas à mon avis. Et parce qu'il en faut au moins un, c'est le cerveau de cette émission, un cerveau lettré que la lecture console et que Vizorek désole. Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonsoir Christine, bonsoir à tous. On va parler de résistance et de Syrie. Et voici celui qui va mettre le bazar dans l'open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Je m'appelle Arnaud. Ah voilà, c'est ça. C'est bien lui. Mais oui, bien sûr. France Inter. Pas mal. Charline Vanhoenacker. Christine Gonzalez. Par Jupiter. Bienvenue Arnaud. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous venez nous présenter votre nouvel album qui s'appelle Santé Boutique. Et vous êtes aussi en tournée, une longue tournée partout en France, en Suisse et en Belgique aussi évidemment. Arnaud, vous avez débuté avec le groupe de rock Tessématique. On dit Tessématique ou Tissimatique? Tissimatique, mais c'était après parce que je suis débuté avec un autre groupe qui s'appelle Freckleface et après Jen Scouter et TC, Jen Scouter est devenu Tissimatique. Oui. Donc c'était l'époque très rock. Aujourd'hui vous avez 70 ans, 70 ans et vous proposez un album plus rock que les précédents, avec du blues aussi. Pourquoi vous aviez envie de rock? Vous aviez envie de revenir un petit peu à l'esprit de cette époque? Peut-être oui, mais j'ai fait un album qui est un peu un centre boutique. Oh, et centre boutique, ça veut dire une bordel, quoi. Parce qu'on vit dans un centre boutique aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire, on vit dans le bordel, en fait. Ouais. Bah, tout est en train de changer les deux dernières années, comme le Brexit. Il y a un mec qui habite en Amérique avec une coiffure comme une... Là... Le cul de lapin rose, qui dit des trucs bizarres. Mais les gens, ils ont voté pour lui. Hein. Et le monde est en train de changer, je trouve, parce qu'on n'est pas loin de la Tour Eiffel. Et donc, je trouve le conservatisme a maintenant une érection comme la Tour Eiffel. Et je trouve... mais c'est les gens qui votent pour eux. Et ça m'inspire pour faire un album comme ça, quoi. Et donc le rock, c'était... Le rock, il y a plus que de rock maintenant dans une coiffure un salon de coiffure. Il y a plus que de rock en dedans. Ouais. Mais le rock est devenu marketing. Et la révolte est partie, je trouve. Mais il y a l'espoir. Les gens au-dessus de 20 ans, ils se révoltent avec le climat. Et ça, c'est rock'n'roll. Ça, c'est rock'n'roll. Vous avez travaillé avec John Parrish, qui a travaillé avec PJ Harvey. C'est le son de PJ Harvey. Pourquoi vous avez travaillé avec lui? Bah, écoute, d'abord, j'ai jamais travaillé, j'ai fait de la musique. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je fais la musique, pour pas travailler. Mais John, c'est un copain de moi. On se connaît depuis des années, quoi. Et j'ai fait déjà 3 albums avec lui. Et c'est un copain, et j'aime travailler comme les mixtes. On fait ça toujours à Bristol. Et c'est une ville que j'aime. Et ils travaillent encore avec des vieux tables de mix comme ça. Et j'aime le son de ce studio. Ah oui. Et j'aime aussi John et Ali, son assistant, qui fait le mix, ouais. Christine Gonzalez. Sur la pochette, vous donnez un coup de pied dans le sable d'Ostende. Ouais. C'est de la colère? J'étais pas en colère sur la sable, j'ai eu froid. Et comme les photographes,
ils sont jamais fatigués de faire des photos, tu vois. Et moi, j'ai dit à mon copain que je connais depuis des années comme ça, Danny, j'en ai marre maintenant, baf. Et j'ai fait un coup de bazar dans le sable. Mais j'adore le sable aussi de la mer du Nord, c'est l'odeur de la mer du Nord salée, toujours mouillée. La mer du Nord est toujours mouillée. Et aussi l'odeur des crevettes et des coquillages. Mais j'ai un problème avec les crevettes. Je suis allergique à des crevettes. Aïe, comme François de Rugy, vous êtes intolérant. Ouais. François de qui? Il y a un ministre en France qui était avant président de l'Assemblée nationale et qui a dû démissionner parce qu'il faisait un petit peu trop de dîner avec du homard. Oui. Et pour se défendre, il a dit « Je suis intolérant aux fruits de mer ». Moi, j'ai ça, sauf les moules. Ah, ça on ne sait pas pour de Rugy. Les moules, j'adore les moules. Et l'odeur des moules. Et est-ce que c'est jusqu'à Ostende aussi qu'il y a encore les pêcheurs à cheval? On s'éloigne un peu, mais c'est pas grave. Non, c'est pas Ostende. C'est Ostdunkerque? Oui. Mais ça existe toujours. Ça existe toujours. Des pêcheurs à cheval qui pêchent les crevettes avec les filets. Mais pas Ostende, oui. Ouais. Mais on a aussi à Ostende, c'est connu la mer du Nord, des tomates crevettes. Hein. Et donc ce sont des tomates avec des bêtes en dedans. Bon. Oui, les crevettes. Les crevettes, ce sont des bêtes. Hein. D'accord. Moi, je connaissais les tomates cerises, mais j'avoue que les tomates crevettes, ça m'avait échappé. Et une fois, j'ai eu un truc avec des tomates crevettes. Et c'était dans les années 70. J'étais avec une copine, une Anglaise, Susie. Elle m'a invité pour manger des tomates crevettes. Et Susie, elle est de Sussex. Enfin, après, j'étais plus... ok. Et on a mangé... Je suis en train de manger des crevettes, les tomates, et j'ai vu une crevette qui fait un clin d'œil à moi. Ouais, ça arrive, ça. Non. Ouais, mais maintenant, après, j'ai compris, j'ai pris une pilule de LSD. Ah, voilà. Oui, ça arrive plus fréquemment quand on a pris de LSD. Ils sont en train et après, ils dansent comme les Claudettes. Ils ont fait des pirouettes comme les Claudettes dans la tomate. Dans la tomate. Oui. Ça vous serait pas arrivé avec des croquettes de crevettes, ça, par exemple? Je fais bien des tomates crevettes. Oui, mais là, ce ne serait pas arrivé avec la croquette, parce qu'on ne la voit pas, la crevette. Non. On est moins emmerdé avec la croquette, moi, je vous le dis. C'était avec la tomate. Et tous les crevettes, ils sont en train de danser avec les cuisses des Claudettes. Ah bon? Ouais. Mais ça, vous auriez presque pu en faire une chanson. C'est vrai. On va en parler tout à l'heure. C'est pour ça que Christine Gonzalez a choisi un sujet sur le rêve. Parce que vous, c'est plutôt à partir des saucisses sur l'album. Pareil, hein. Non, c'est pas la même chose. C'est vrai, c'est raison. Alors, encore une petite question, quand même. Christine, éventuellement. Non, sur cette plage dont on parle, cette plage d'Ostende, qu'est-ce que vous y faites très concrètement, dans la mesure où vous aimez, vous, plutôt les terrasses, je crois, pour observer ces humains et son bordel. Ouais. Je prends tous les jours, quand je ne suis pas en tournée, je prends mon 2 thé à midi. Donc, c'est quoi le 2 thé? Un thé? 2 thés. Ah, 2 thés, d'accord. De Earl Grey, tu vois. Okay. Un double Earl Grey. Okay. Et d'abord, le lait, et après, l'eau et le thé. Ah, c'est à l'anglaise, ça? Oui, j'ai des origines anglaises. Ouais. Et on dit « I'm a teetotaler ». Un teetotaler. Et mon père aussi, il fait ça comme ça. Et j'adore le thé, mes 2 tasses de thé par jour, et je suis content. Je suis accro au thé. Arnaud, nous on est accro à vous. Alors on est tellement heureux qu'il y a un nouvel album qui s'appelle Santé Boutique. Vous êtes en tournée jusqu'au mois d'avril. On va y revenir tout à l'heure, bien sûr, à cet album avec Chewbacca ensemble. On va reparler d'Ostende, de l'odeur de sa plage. Vous jouez à Bordeaux et Lille aussi. Et Lille où il y aura des moules sans doute le 14 mars. Effectivement. Nick Waterhouse, I Feel an Urge Coming On. Coming on strong. I feel it, it's coming on.
sur France Inter. Il est 17h22 à Ostende. Nous recevons Arnaud et nous sommes très 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 heureux. Son nouvel album s'appelle Santé Boutique. Mais alors c'est un mot en français, Arnaud. Santé Boutique, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Voilà, c'est le bordel dans lequel on vit, c'est le bazar. Santé Boutique, c'est un mot qui vient d'où? C'est du Picard, c'est la mer du Nord française? C'est le nord de la France, la côte belge et même à Limbourg. Mais dans le temps, on dit ça aussi à Bruxelles. Dans l'autre siècle. Santé Boutique donc, avec Christine Gonzalez à nos côtés aujourd'hui pour co-animer. Christine, qui est autour de la table? Dans l'ordre d'apparition, Djoubaka, Guillaume Meurice et Clara Dupont-Mono. Attention Arnaud, on va parler politique française d'abord un petit peu. C'est parti. Les analyses que nous avons sur la qualité de l'air montrent qu'il n'y a pas de pollution particulière. Le journal de presque 17h17. Que son papa ne rentrera pas pour Noël. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on évoquera la carrière d'Alexandre Benalla. Oui, petit ange de la bagarre, parti trop tôt. On parlera aussi des affaires de Michel Houellebecq. Oui, petit ange du shampoing, parti trop tôt. Et en fait, il sera question de Sibeth Ndiaye. Oui, petit ange de la communication, malheureusement pas encore parti trop tôt. Merde, petit temps à partir. Dommage. Et on commence donc avec la politique. Oui, Alexandre Benalla laisse entendre sur Twitter qu'il pourrait se porter candidat au municipal à Saint-Denis. Après Zemmour, animateur télé, Benalla, candidat à la mairie de Paris, à la mairie de Saint-Denis, en attendant Jean-Marc Morandini, proviseur d'un collège. Incendie à Rouen, la porte-parole du gouvernement, donc Sibeth Ndiaye, assure que si elle vivait à Rouen, elle serait restée dans la ville après l'incendie de l'usine Lubrizol. Oui, en termes de protection de l'enfance, Véronique Courgeot n'aurait pas dit mieux, même si elle les aurait conservés dans un endroit frais et sec. Bien évidemment. Politique à présent. Oui, Christian Estrosi était l'invité de la chaîne parlementaire et ils lui ont posé des questions intéressantes. Oui, ils l'ont interrogé sur sa gestion catastrophique de la mairie de Nice. Non. Ah oui, pardon, sur les élections du président des Républicains Charline, mais quand même, on voit que vous n'êtes plus journaliste là. Vous êtes plus dans le coup. Bien sûr que non, Christian Estrosi, ils l'ont interrogé sur la salade niçoise. Ceci n'est pas une salade niçoise. Mais pourquoi? Pardon, du riz c'est chinois, c'est pas niçois. Oh. Oui, le riz n'est pas niçois. Alors, si vous remplacez le riz par des détournements de fonds publics, là, c'est niçois. Merci pour cette astuce. Astuce toujours, un ancien maire d'Ille-et-Vilaine vient d'être condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir lancé une fausse alerte à la bombe afin de ne pas manquer son train. Et la prochaine fois qu'il voudra gagner 1 heure, il perdra 4 ans. Voilà. Consommation. Selon une étude, un buraliste sur 10 vend des cigarettes à des enfants de 12 ans. Oui, et selon une autre étude, un paquet de cigarettes sur 2 en France est vendu à Michel Houellebecq. Quant au vapotage, il est remis en question aux États-Unis par une étude qui évoque des poumons comme brûlés par des gaz toxiques. Non. Comment ça, non? Non, je viens d'avoir Sibeth Ndiaye au téléphone, elle a dit non. Non, elle laisserait même vapoter ses enfants, elle s'en fout complètement. Il n'y a pas de problème, même avec du crack. Elle a dit, elles s'en foutent. On est rassurés. En société, les relations entre collègues se sont dégradées pour 75% des Français. Oh, ça vous êtes relou avec vos Non, mais trucs, ça va, calmez-vous aussi. Non, mais c'est vous, calmez-vous, c'est nul. Non, mais c'est vous le nul. Toi, t'es nul aussi. Bon, arrêtons parce qu'on dirait un comité politique au PS. C'est vrai, enchaînons. Enchaînons avec la marque Asics qui a présenté ses excuses après qu'un film pornographique ait été diffusé sur les écrans de la vitrine d'un de ses magasins à Auckland. Ouais, c'était l'occasion de prendre son pied en achetant des baskets. Elle est bonne. Les amateurs de jeux de mots en redemandent. On traduira Bruxelles. évidemment pour Clara plus tard. À Bruxelles, des militants d'Amnesty International ont rebaptisé l'avenue Franklin Roosevelt en avenue Jamal Khashoggi. Oui, alors apparemment, c'est pas toute l'avenue. Ah bon? Ben non, c'est juste un tronçon. Rapport au fait qu'il était découpé. Découpé, bien sûr. Allez, voilà, on enchaîne. Hier matin, une panne a affecté Twitter pendant quelques heures. Oui, Raphaël Enthoven a été admis en service de réanimation. En Inde, un bébé né avec 4 jambes et 3 bras. Eh ben oui, il pourra cependant vivre une vie normale en s'installant à Rouen. Ah bah là oui. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a, oui? Sibeth Ndiaye, elle dit oui. Elle dit qu'elle aime bien les enfants à 3 bras, qu'elle va s'installer à Rouen. Voilà. Très bien. 17h26, vous écoutez France Inter, nous sommes en compagnie d'Arnaud et on va parler un petit peu de la Belgique parce que la Flandre a enfin formé un gouvernement et elle a donc un nouveau ministre-président. Alors attention, pour les Français, ça doit être compliqué d'imaginer qu'on puisse être à la fois ministre-président, qui plus est d'une région. La Flandre est une communauté, une région, mais vous serez aussi surpris d'apprendre que les journaux francophones annoncent la formation du gouvernement Jambon Ier. Alors, attention, on parle bien d'un gouvernement flamand, pas du gouvernement de la Belgique parce qu'elle n'en a toujours pas. Attention. Alors pourquoi 3 régions? Eh bien ça vient de la différence entre la conception flamande et la conception wallonne de la fédéralisation.
Les Flamands recherchent avant tout l'autonomie culturelle pour les néerlandophones, y compris les Flamands bruxellois. Les francophones souhaitent eux mener leur propre politique socio-économique. En région wallonne, sachant que Bruxelles est une région qui est majoritairement francophone, bien qu'historiquement flamande. C'est quand même beaucoup plus simple que la France. Alors maintenant, on va faire les bières par ville. Scission, séparatisme, on verra ça plus tard. François-Xavier de Maison, dans le film Il était une fois de Christian Meret-Palmer. Alors Arnaud, vous êtes flamand, comme moi à moitié, je suis à moitié flamande. Votre gouvernement s'appelle donc Jambon Premier. Comment est-ce qu'on le vit, ça? Écoute, cette centre boutique. Ah, on y revient. C'est un bordel, quoi. C'est un bordel, oui. Ouais. Mais écoute, la Belgique, c'est un pays petit. Quand je suis à Bruxelles, 50 km au nord, je suis dans un autre pays, Hollande. 50 km au sud, je suis en France. Après, je suis en Allemagne, mais la Belgique, c'est un truc très bizarre. On a le côté flamand, francophone, wallon, aussi, allemand aussi, et Bruxelles. À Bruxelles, on a 19 bourgmestres. Maire, c'est comme ça qu'on dit. 19. C'est comme... Il y a plus que des gens à Paris qu'à toute la Belgique. Tu penses? Ouais. Pense à ça. Il y a des maires d'arrondissement aussi dans les grandes villes. Oui, mais c'est une... Donc, il y a plus que des gens en France qu'à toute la Belgique, tu vois le bazar. Et à une ville, on a 19 bourgmestres. Ouais. C'est une accumulation, c'est comme une lasagne, oui, lasagne de bordel. Oui, c'est vraiment un bordel. Ça, ouais. Et comme le mec, le jambon... Ouais. Alors, on va dire qu'en vérité, il s'appelle Jambon. Yann Jambon. Mais en français, on dit jambon, donc c'est Jambon Premier. Mais on dit jambon. Ouais. À Belgique, on dit jambon, mais maintenant, il a dit que c'est plus jambon, c'est jambon. Jambon. Il a senti qu'on se foutait de sa gueule. Mec, attends, cet mec, il est extrême droite, hein. Donc séparatiste, nationaliste. Et né avec un nom comme ça, jambon, ça doit être dur pour lui, non? Et pourtant, normalement, on les reconnaît à leur coiffure. C'est ça que vous dites aussi. les nationalistes et les extrêmes droites, on les reconnaît à leur coiffure. Lui, il est plutôt bien coiffé, quand même. Oui, je trouve aussi, il est... Pour une extrême droite, il est bien coiffé, oui. C'est une frange d'extrême droite qui est trop bien coiffée, peut-être. Mais est-ce que tu penses peut-être qu'il est végétarien? Ah, c'est ça, alors. Ah oui. Donc il ne mange pas le jambon. Non. Et alors la tomate crevette non plus, c'est sûr. Christine Gonzalez. Et de ces fascismes qui montent et qui touchent de plus en plus l'Europe, vous y êtes extrêmement sensible, Arnaud. Et d'ailleurs, vous ouvrez votre album avec cette chanson très puissante qui s'appelle They Are Coming, ils arrivent. Qui arrive? Ils sont déjà là. Donc je dis pas... Qui d'autre alors? Mais écoute, on vit dans une... Donc j'ai dit ça tout à l'heure, on vit dans une période, est-ce qu'on est dans les années 30? Je sais pas. Donc je veux pas parler comme ça, parce que je veux... Mais moi je viens d'une famille réfugiée. Quand les nazis sont rentrés en Belgique, mon grand-père, il a pris toute la famille, décidé à 25 minutes au stand Dover, donc en Angleterre. Et mon père, il a fait son service militaire en Angleterre chez les Spitfires, chez les avions. Oui, des avions. Donc je viens d'une famille de ça, parce que ma famille est partie avec un bateau en Angleterre, quoi. Donc, et ça reste dans mes gènes, le bazar. Tu vois, quand j'étais jeune, ils parlent de la guerre et tout le bazar. Et ça reste chez moi. Mais j'ai peur pour mes enfants et pour leurs enfants. Parce que moi, par exemple, le climat, on m'a dit maintenant, dans 15 ans, ça peut être au stand, c'était à la mer. Mais dans 15 ans, au stand peut être dans la mer. Tu vois le bazar. Et j'ai peur parce qu'il vit avec tout ça. Et nous, je suis de génération, la première génération qui n'a pas eu une guerre. Mon père, il a eu une guerre. Une guerre, mon grand-père, 2 guerres. Et ici, en Europe, j'ai jamais eu
une guerre et j'ai vécu avec mon cul dans le beurre. Hein. Donc, je me souviens, on fait autostop pour aller à Katmandou. On fait encore autostop. Maintenant, on fait plus du stop. Hein. Et on partage tout, quoi. J'ai jamais fumé un joint toute seule dans le temps. Maintenant, je fume plus, hein, c'est pour les coiffeuses. Mais j'ai rien contre les coiffeuses. Une belle coiffeuse, elle est belle. Hein. Oui. Donc, et nous, on sonne dans la porte on sonne dans la porte, allez, viens. Maintenant, on est avec ton iPod, ton téléphone, et on parle à soi-même. C'est incroyable, la vie. Échanger. Donc, je vois aujourd'hui une famille, père, mère, sœur, frère, ensemble, et ils parlent avec le monde entier, mais pas avec eux-mêmes. Hein. Et pas avec le voisin. Arnaud, vous disiez, j'ai vécu le cul dans le beurre. Je pense qu'on va aller les fesses dans le sable avec Chewbacca. Ouais, c'était il y a quelques mois. J'étais un peu comme dans un rêve, une vapeur d'éther, comme ici maintenant, direction Ostende. Et j'avais retrouvé Arnaud sur la plage. Il faisait beau et c'était pas vraiment ce qu'on préfère tous les deux, mais l'hiver avait été long et ça faisait du bien de s'asseoir le cul dans le sable. Normalement, on aurait dû bosser un petit peu, faire une interview ou tout ce genre de trucs, mais bon, il faisait beau. Et puis j'avais amené une bouteille de vodka. Alors on l'a bu comme ça, en regardant l'Angleterre de loin, en parlant de rock, d'Elvis, de Marvin Gaye, lors de son exil dans cette ville du Nord. Et puis la lumière était belle comme un tableau de Léon Spiliat. Et la nuit a commencé à tomber. L'attaché de presse désespéré de nous attendre était parti pour son cours de French Cancan. Alors nous, on s'est levés, et puis il a commencé à chanter. On se dit rien, on va de bar en bar, ça rime à rien, comme tous les soirs. Je suis seul avec toi, au stand, bonsoir. Et c'est ça qu'il répétait, je suis seul avec toi au son de bonsoir, qui répétait. Alors je le prends pas mal, hein, parce que des fois l'alcool ça court-circuite les esprits. Alors là on chope la digue et on se rapproche de ces bars. Il se décale un peu, me regarde en biais, par en dessous, il a l'œil qui rigole, et c'est là qu'il me sort. Je suis avec tout le monde, mais avec personne, et je ferme ma gueule quand je suis tout seul. Alors moi je comprends le message subliminal tout de suite, ça tombait bien, j'étais là et on pouvait causer. Mais d'abord, on avait soif. Premier troquet. C'est chez Ginette, le genre de rade qui n'a pas dû bouger depuis 1975, où les vieux jouent au 4-21 et aux fléchettes, et nous on prend les tabourets de bar comme des princes, comme ça on a une vue un peu circulaire. C'est que le cinéma il est dans la salle. La serveuse Cinderella ressemble à un cervelas. Et lui, il la trouve jolie. Il lui raconte des trucs que lui seul semble comprendre. Et puis de l'autre côté de la rue, il y a un réverbère qui s'éteint, et je vois sa tête qui change en loup-garou triste. Ce sont mes larmes, oui, mes rêves. Souvent je me sens comme une mouche excitée, comme une mouche enfermée dans une bouteille vide. Mais les angoisses sont la nourriture pour l'esprit. Et la vie parle de la mort, et la mort parle de la vie. Aujourd'hui, je suis naturel, mais content. Alors faut pas croire que c'était pas marrant. On se disait juste des choses que les autres n'aiment pas entendre. Et c'est pas parce que la vieillesse est un naufrage qu'on va pas se marrer un peu, aller bouger du popotin, parce qu'il y a des lumières au loin, des ampoules rouges, vertes, jaunes. Et ça me fait penser au bal du samedi soir en banlieue, à la fin des années 70, où on retrouvait, quand j'étais minot, les rockers du coin qui se ramenaient avec leurs bécanes, contents de se faire voir. Et je lui demande si lui aussi il a des souvenirs comme ça, de perfecto dans la nuit, avec la pluie qui brille et qui nique nos bottes. Et comme il n'a pas la nostalgie mal placée, il préfère me causer d'un nouveau concept, sans de boutique que ça s'appelle. Ils se disent oui, ils se disent oui, et ils se marient.
partagent le même lit. Et la salle de bain aussi. Et comme deux animaux domestiques, ils regardent la télé sans faire du bruit. L'envie. Et c'est le matin qui se lève déjà. Et nous, on est contents de notre nuit parce que, comme il le dit, la vie est trop courte pour être petite. Ça, c'est une belle phrase. Hein. La vie est trop courte pour être petite. Et donc, on va bouffer une saucisse chez Maurice parce que, bon, on a quand même le estomac qui fait le hula hop là. Et puis, il me donne une chanson qu'il me dit, t'écouteras plus tard. Ça s'appelle Chip Chip, c'est fini. Un doute dans mes déroutes. Elle est ma chose et le machin de mes névroses. Elle est ma boule d'air comprimée de mes soirées. Dans mes retours, elle est mon détour. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip chip, c'est fini. Elle est la flamme de mes pensées, une nouvelle idée. Elle est le radeau qui m'amuse, elle m'amuse. Elle est mon péché principal, mon obsession sentimentale. Mon incendie, mon petit coin de paradis. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, chip chip, c'est fini. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, chip chip, c'est fini. Amours et le glamour. Elle est ma psychothérapie, ma sophrologie. Elle est ma chance sans incidence. L'enlevé est le plus beau de mes soucis. C'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip chip, c'est fini. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip chip, c'est fini. Chip chip, c'est fini. Chip chip, c'est fini. Extrait du nouvel album d'Arnaud qui s'appelle Sante Boutique. Merci Djoubaka pour cette magnifique chronique sur l'album d'Arnaud, sur Arnaud qu'on peut réécouter bien sûr en podcast ou sur franceinter.fr. Chip chip, c'est fini. C'est ce que disait votre grand-mère, c'est ça? Ouais. J'étais jeune et ma grand-mère elle était avec ses copines en train de parler de... Donc dans le living et moi j'étais dans la cuisine. Donc ils ont des femmes en train de parler de leur mec et tout le bazar. Et ma grand-mère elle dit, oh, le mec,
quand il jouit, c'est chip, 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 et c'est fini. Et ça m'a collé comme ça pour le reste de ma vie, et j'ai mis une chanson. Et aujourd'hui, enfin, la chanson, eh bien, justement, il y a un petit lien quand même avec la chronique de Guillaume. On va parler de chip, chip, c'est fini également, puisque je vais vous parler contraception aujourd'hui. Alors, oui, la contraception, c'est important, parce que ça évite déjà d'avoir des enfants, hein, évidemment. J'en parlais hier avec les parents de Clara, et ils m'ont confirmé qu'effectivement, c'est très important, la contraception. À chaque fois que le vainqueur du prix Goncourt est connu, il regrettait de ne pas être descendu à la pharmacie. Mais je vais vous parler plus précisément préservatif. C'est parce qu'il y a une campagne qui a été lancée par une association qui s'appelle Solidarité Sida et qui interpelle directement les pouvoirs publics. Il y a par exemple des personnalités comme Kerry James ou Jean-Paul Gaultier qui posent avec des préservatifs. Alors avec les étuis, hein, n'allez pas commencer à imaginer Kerry James complètement à poil avec le sgeg à l'air. Là, vous êtes tous en train de l'imaginer. Du coup, maintenant que je dis ça, Charline, calmez-vous. Hein, balance ta truie. Ok, on est bon. Mais moi, j'ai mieux. J'ai eu la chance d'avoir au téléphone Jacques Corvézier. Il est collectionneur de préservatifs. Il en possède plus de 800. Des étuis, toujours. Hein, il ne campe pas devant chez Benjamin Biolay. Alors, première question. Comment Jacques a eu l'idée ? C'est parti d'un pari entre amis. On était à un apéritif un soir chez des voisins. Puis à ce coup, j'ai dit, tiens, moi je vais me mettre à collectionner les préservatifs comme ça, j'ai lancé ça comme ça, et c'est parti comme ça. Et ben l'alcool, là, bien évidemment, l'alcool, ne jamais négliger le rôle de l'alcool dans l'apparition des bonnes idées, hein, c'est pas à Arnaud que je vais apprendre ça. Alors Arnaud, pendant que vous faites des tubes, Jacques, lui, il s'intéresse aux tubs, en tout cas à ce qui les protège. Alors comme je vois que ça a l'air de passionner tout le monde, comment on appelle un collectionneur de préservatifs ? Un sexo-sécurophiliste. Un sexo-sécurophiliste. Voilà. Vous êtes beaucoup dans le monde ? Apparemment, je crois qu'il y a une autre personne que j'ai entendu parler une fois, mais c'est tout. Hein. Vous êtes deux sexo-sécurophilistes dans le monde. Voilà. Et bam, prends bien ça dans la gueule, la matinale de France Inter. Hein, c'est moi qui l'ai, le scoop. Alors ça, pour faire venir des vieux fachos qui se pissent dessus, là, il y a du monde. Mais pour inviter un des deux sexo-sécurophilistes, il n'y a plus personne. Faudra quand même pas s'étonner si je suis nommé à la tête de la holding France Média. Hein, c'est soit moi, soit Léon Zitrone. On est les deux seuls à bien kiffer l'ORTF. D'ailleurs, Jacques, il a des préservatifs de médias. Beaucoup de radios comme vous qui en ont édité. Est-ce que vous avez un préservatif France Inter ? Je dois en avoir un, oui. C'est vrai ? Je dois en avoir un que je dois avoir depuis au moins une bonne dizaine d'années. Ouais, alors là, c'est périmé a priori, mais c'est collector, hein, c'est collector. Alors aujourd'hui, il en existe des préservatifs France Inter, mais c'est essentiellement pour les oreilles, hein, c'est pour se protéger de la playlist. C'est des bouchons d'oreilles en fait. Non, mais c'est vrai, Chewbacca, vous confirmez. Je rappelle d'ailleurs que Vincent Van Gogh n'a pas eu la chance de connaître cette invention et qu'au 4e titre d'Élie de Préto, il n'a pas eu d'autre choix que de se couper littéralement l'oreille. Alors n'allez pas jusque là et n'oubliez pas que des préservatifs, il y en a de plein de sortes. Hein. Puisqu'il y en a eu des tricotés, hein. Et vous en avez des tricotés alors ? Non, j'en ai pas. Ah, ça c'est dommage. J'en ai pas. Et là, pour trouver cela, ça va pas être évident. Hein. Non, ça doit pas surtout être très efficace, à mon avis. Alors, si c'est de la laine bio, ça se défend, parce que quand même, on est un peu tous écolos aujourd'hui. Alors, quand il y a un cas comme ça d'écologie, moi je vous conseille, vous demandez à Brune Poisson. C'est elle qui vous dit si c'est bon ou pas. Elle fait des tutos, Brune Poisson. Kikou, c'est Brunette, pour mon tuto planète. Aujourd'hui, j'ai sauvé 4 baleines en recyclant ma touillette. Et vous, allez, cœur avec des dauphins. Elle vous dira. Alors, évidemment, qui dit collection dit exposition de collection. Avec des enfants qui lui posent des questions sur les étuis à Jacques. C'est toujours sympa et puis ça peut aller un petit peu plus loin. Il y a eu une autre fois, un peu plus gênée, une gamine de 11-12 ans qui me demande, mais monsieur, vous faites comment pour vous les enfiler ? Ah oui, là c'est... Heureusement que quelqu'un d'autre est arrivé, parler avec moi, ça coupait court à tout. Oui, heureusement que Jacques n'est pas Roman Polanski aussi, hein, sinon l'histoire aurait pu prendre une toute autre tournure. Il aurait pu avoir une palme d'or, hein, et puis il aurait fait la une des cahiers du cinéma et du magazine Passion Mineure, avec ce mois-ci d'ailleurs un poster dédicacé de Jean-Luc Lahaye, une très belle interview de Daniel Cohn-Bendit. D'ailleurs, en parlant de politique, il y a également bien sûr des préservatifs politiques. Certains partis politiques que j'ai également. Qu'est-ce que vous avez alors ? J'ai le Parti Républicain. Ah, vous avez le préservatif Les Républicains ? Des Républicains, là, qui avait été édité à l'occasion par Jacques Chirac. Oh, il nous manque, bordel, il nous manque. Il nous baisait, mais au moins il mettait des capotes, quoi. Non, mais c'est vrai, ça change de la poignée de gravier qu'on a aujourd'hui. C'était autre chose, c'était une autre époque. Allez, restons sur la politique. Jacques Corvézier, il en a rencontré des politiques pour les autres collections qu'il a. Notamment, il a une collection de médailles qui lui a valu une médaille en plus. François Hollande m'avait décoré, y compris François Mitterrand à l'époque aussi. Vous les avez rencontrés ? Oui. Est-ce que vous leur avez parlé de votre collection de préservatifs ? Non, on a très peu parlé, hein, parce qu'ils m'ont remis la médaille et puis après, hop, ils ont disparu.
Parce que François Hollande, ça aurait pu lui servir, la collection de préservatifs. Il a dû en utiliser certainement avec des marques que je n'avais pas. Oui, il a été testeur pour Durex à une époque, François Hollande. François Mitterrand aussi, d'ailleurs. Tous les autres présidents qui sont quand même plus forts pour s'occuper de leurs histoires de cul que de se le bouger pour lutter contre le sida. Merci Guillaume Meurice. Et merci Jacques Corbet. Bien sûr, évidemment, le collectionneur. Dis, mais je peux... Arnaud, allez-y. Il y a une copine de moi, elle est partie en Angleterre. Et là, je trouve ça incroyable. Elle est partie à plein de préservatifs, des capotes, avec le drapeau européen. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Oui. C'est le libre-échange. C'est le libre-échange. C'est énorme. Non, mais je dis pourquoi elle a dit ah non, c'est le Brexit. Ça, Jacques, il n'a pas eu ça. Je sais pas que c'est vrai, mais j'étais sur mon cul, quoi. Mais elle a fait ça très sérieusement. Oui. Ah ouais, c'est une très bonne idée. C'est une idée militante, mais géniale. Peut-être le Johnson, il va aimer ça, je sais. Peut-être. Est-ce qu'il n'a pas, comme vous aviez dit un jour, Mireille Mathieu, elle a une tête de bite. Est-ce qu'elle n'a pas un petit peu une tête de bite? Oui, mais je suis un fan de Mireille Mathieu. Bah oui, on l'aime beaucoup. Ça, c'est mon rêve, c'est faire une chanson avec elle. Elle ne change pas. On a hâte. Non, mais elle n'est pas changée depuis. Bon, c'est son rêve. C'est justement un sujet que Christine Gonzalez a choisi pour vous. Oui, parce qu'on sait désormais pourquoi on ne se souvient plus de ses rêves. Un groupe de chercheurs japonais et américains viennent de faire une découverte fascinante. On pensait jusqu'à aujourd'hui que les neurones chargés de faire le tri dans nos souvenirs et nos rêves le faisaient de façon systématique, de façon mécanique. Or, pas du tout. Ce sont quelques neurones logés dans l'hypothalamus qui jugent, comme dans un centre de tri, si le rêve a de l'intérêt ou pas. Et si un matin on oublie ses rêves, c'est parce que les neurones ont estimé que les souvenirs de la veille valent plus que le rêve. En gros, quand on ne se souvient pas de nos rêves, c'est parce que nos journées de la veille sont bien remplies. Le problème, c'est que parfois, on ne sait pas si on rêve ou pas. Alors c'est que je rêve, c'est que je suis en train de rêver. Alors. Mais oui, vous rêvez. Mais non. C'est un cauchemar, c'est rien. Écoutez, s'il n'y a pas de mort ici et que je rêve, c'est qu'il n'y a personne ici. Vous n'êtes pas là, vous. Voilà. Alors vous n'êtes pas là. Moi, je ne suis pas là, il n'y a personne, il y a personne. Je suis là, moi. Mais non, il n'y a personne, vous n'êtes pas là. Mon revolver, il n'est pas là. Ah bah oui, c'est vrai. Commissaire, détendez-vous. Ah oui. Vous allez vous réveiller. Je vais me réveiller et je vais tout comprendre. Mais oui, commissaire, vous allez tout comprendre. Et nous aussi. Et j'ai pourtant pas l'impression de dormir, voyez-vous. Louis de Funès, bien sûr, et notamment Jean Marais dans Fantomas contre Scotland Yard. Alors, moins nos journées sont remplies, plus vous vous souviendrez de vos rêves. Vous, Arnaud, vous vous souvenez de vos rêves? Ouais. Donc, je rêve toutes les nuits. Mais j'oublie ça, donc je me... Vous foutez rien, donc ça veut dire? Je me réveille, mais 10 minutes après, j'ai tout oublié. Mais, écoute, sur mon disque, il y a une chanson qui s'appelle Les saucisses de Maurice. Ouais. Et c'est une rêve dans le temps. Donc j'ai fait une rêve d'une couple macrobiotique végétarienne. et elle a, donc la femme, elle a trompé son mari, aussi macrobiotique végétarienne, avec charcutier. Et il s'appelle Maurice. Il était connu pour ses saucisses. Et je suis me réveillé un jour, donc ce jour-là, et j'ai dit, je dois faire le court-métrage de ça. Et j'ai fait une chanson de ça. Et pourquoi vous n'avez pas fait un court-métrage? Oui, court-métrage, c'est du boulot. Bonne réponse. Donc, il faut trouver les acteurs et les actrices comme ça. Mais c'était une rêve. Et j'ai dit, allez, pourquoi on fait des rêves comme ça? Et mon père, il s'appelle Maurice. Ah. Mais c'était pas un charcutier, lui. Pas du tout, mais c'est incroyable. Et son mari, Maurice, il a des cuisses très sportives, des cuisses comme Eddie Merckx. Est-ce que vous voulez rentrer dans le rêve d'Arnaud un instant? On a l'extrait. Pour détruire sa tristesse, elle chante. Vive les saucisses de Maurice. Oh! Et pour détruire sa tristesse, elle chante. Vive les saucisses de Maurice.
Voilà, c'est le rêve d'Arnaud, n'est-ce pas Christine Gonzalez? Un rêve assez surréaliste, hein, comme tous les rêves d'ailleurs. Et puisqu'on parle de rêve, est-ce que le surréalisme, c'est un peu son dernier bastion, celui du rêve? Bah écoute, j'habite dans un pays très surréaliste. Et aussi, j'ai un bazar de ça aussi dans mon attitude. Et c'est aussi, je suis un peu autiste aussi. Tu vois le bazar. Et c'est tout le bazar qui monte. Et je vis dans une... Je suis confronté. Spilad, c'est le surréalisme. Notre Magritte, c'est vraiment surréaliste. Comme Magritte, elle est connue dans le monde entier, mais pas en Belgique, comme Apple, la pomme. C'est Magritte qui a fait ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, Arnaud. Arnaud, on va passer à la littérature avec Clara Dupont-Mono qui a un conseil pour nous. Oui, vous aimez lire, Arnaud? Ouais. Oui, il me semble aussi. Alors, vous aimez l'actualité aussi? Je vis en dedans. Hein. Parce que je couple les deux. Et l'actualité, c'est aussi le... Alors, c'est pas marrant, hein, c'est pas surréaliste, mais c'est aussi le sort de 120 000 prisonniers syriens détenus de façon arbitraire, encore, dans les geôles de Bachar el-Assad. Et même les États-Unis, lundi, ont réclamé officiellement leur libération. Mais... Bachar et son pote Poutine aiment dépecer le peuple syrien comme un enfant sadique dépiote une libellule, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et pourtant, malgré ça, malgré la cruauté des enfants fous déguisés en présidents, certains livres font encore entendre leur voix. Et par exemple, celui-ci, il s'appelle 19 femmes et il est signé Samar Yazbek. Ce livre-là, Arnaud, il fait partie des livres qui ne sont pas pacifiques. Ce sont des livres qui vous donnent une vraie claque. C'est des livres que j'appelle uppercut. Vous voyez, c'est-à-dire que vous prenez comme un coup de poing. Samar Yazbek, elle est syrienne, elle est journaliste et elle est malade de chagrin quand elle pense à son pays. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait parler 19 femmes syriennes âgées de 20 à 77 ans qui racontent leur guerre. Alors, elles ont 2 points communs. Elles sont toutes issues de la classe moyenne, assez éduquées pour mettre en mots ce qu'elles ont vécu. Et autre point commun, à un moment, elles n'ont plus supporté les sévices infligés par le régime au peuple syrien. Donc, quand on lit ce texte, on entend la voix qui s'élève de, par exemple, Zaïn, 20 ans, étudiante, qui crie « La Syrie veut la liberté » sur la pelouse de l'université d'Alep, où elle étudie. On entend celle d'Amina, 35 ans, employée dans une mosquée à Daraya, où elle y organise dans la mosquée des séances d'alphabétisation, une bibliothèque, un ciné-club, pour lutter contre l'extrémisme et le culte de la personnalité, dit-elle. Et puis on entend aussi celle de Rim, qui a 50 ans, qui est fonctionnaire au ministère de l'Information et qui pourtant transforme quand même sa maison de Damas en lieu d'accueil pour les manifestants. Donc on se dit au début, elles sont très courageuses, elles accompagnent la révolution. Et puis au fur et à mesure de la lecture de ces 19 témoignages, on voit la situation qui bascule. Le pouvoir instrumentalise la révolution, le religieux s'invite. Ces femmes ont fini par entrer en lutte contre leur propre camp, une terrible déchirure, écrit Samar Yazbek. Elles ont été prises en étau entre ces différents dangers. Alors d'abord, le danger le plus immédiat, ce sont les bombes. Qu'est-ce que vivre sous les bombes? Nous n'en avons ici aucune idée, mais Zaïn, oui. Elle intègre une équipe médicale et tandis qu'elle cherche la tête d'un enfant pour la recoudre sur le corps et le rendre ainsi présentable à sa famille, elle pense au mot « liberté » qu'elle scandait à l'université. Elle sera arrêtée, conduite sous la terre, unité 235, là où les murs, quand on arrive, sont recouverts de sang. Amina, elle est chassée de la mosquée, jugée trop progressiste. Elle se cache. Elle se fait prendre, direction le sous-sol, même calvaire que pour Zaïn, calvaire qui cesse lorsqu'on lui amène son mari tout nu devant elle. Alors, je cite, « J'ai signé tous les documents qu'il me demandait ». Rim, elle est prise au piège dans son immeuble, le canon du char numéro 182 dirigé vers elle. Elle découvre l'état de siège qui vous transforme en rat. « Je n'arrive pas à croire que je vis encore », dit-elle. Et toutes ces femmes dont Samar Yazbek restitue la voix terminent toujours en disant « Nous, ce qu'on voulait, c'était juste un peu plus de droit ». En fait, nous rêvions, dit Lina, 29 ans. Je veux que le monde entende notre histoire, ajoute Mouna, 42 ans. Je conserve un sentiment d'anéantissement indescriptible, dit Swad, 25 ans. Moi, je ne sens plus rien, dit Roula, 20 ans. Alors au moins, il y aura ce livre qui, derrière les voix, dessine une mémoire collective, sanglante, hantée par les sous-sols, mais une mémoire. Et ça,
même les dictateurs les plus barbares ne peuvent l'exterminer. Il y aura toujours des soldats de la mémoire, comme Samar Yazbek. Je vous redonne les références. 19 femmes de Samar Yazbek est paru aux éditions Stock. Merci Clara Dupont-Mono. Chef-d'œuvre, vous dites. Oui, donc vous c'est l'encouragez un vivement. livre de salubrité publique. Merci beaucoup Clara. Il nous reste quelques instants pour lancer ce qu'on appelle un par Jupi-Proust, Christine, n'est-ce pas? Oui, et sachez Arnaud que c'est davantage jupitérien que proustien. Je vous pose des questions puis vous répondez sans trop réfléchir assez vite. Alors, sur une échelle de 0 à 10, de combien vous estimez-vous flamand? Je sais pas. Ok. Sur une échelle de 0 à 10, de combien vous estimez-vous flamand rose? Écoute, moi, j'ai pas de frontières, moi. Donc, je vis dans une ville à Bruxelles. On parle 5 langues et je suis confronté avec toutes les nationalités. Et tout le monde tous les gens ont 2 trous dans leur nez. Donc c'est 2, la réponse. Est-ce qu'Arnaud, oui ou non, toute question mérite réponse? Non. Avec quelle mort ou quelle morte célèbre aimeriez-vous manger un tartare à Ostende? Quel tartare? Parce que moi, Disons crevettes, comme ça. On dit filet américain chez nous. Parce que moi, j'aime un tartare de thon. Ah. Avec qui alors? Avec Mireille Mathieu. Ah, ouais. Elle est pas morte. Elle est pas très morte encore. On sait pas, peut-être qu'il a un truc à nous annoncer. C'est vrai. Il a fait la cuisine à Marvin Gaye, on va dire Marvin Gaye. Oui, j'étais cuisinier de Marvin Gaye. Cuisinier de Marvin Gaye. Quelle est votre insulte en flamand préférée? Shit. Ah bon? C'est pas Godverdomme? Non, Godverdomme, je dis pas ça. Je dis... No shit. Ok. Une dernière? Qui était là en premier? L'œuf ou la poule? Je pense c'est l'œuf vient de la poule. Le quoi? L'œuf vient de la poule. Oui. Donc le cul de la poule. Je pense c'est la poule. Merci. On va Arnaud. rester là-dessus. Excellente réponse. C'est votre dernier mot. Merci beaucoup Arnaud d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle que votre nouvel album s'appelle Sante Boutique et que vous êtes en tournée jusqu'au mois d'avril 2020, bien sûr, dans toute la France. Et prochainement, vous serez à Marseille le 11 octobre et vous serez aussi à Reims le 28 novembre. Merci beaucoup Arnaud Todzins. Et merci beaucoup à Christine Gonzalez qui a co-présenté pour la première fois. Merci à Clara Dupont-Mono, Djoubaka. Merci Guillaume. On se retrouve demain avec l'acteur Patrick Braoudet qui a notamment incarné François Hollande à l'écran. Je prends conscience qu'un hommage donc m'est rendu. Il était temps. Mercedes-Benz. Eh Mercedes, tu peux baisser la température? Eh Mercedes, il y a un fleuriste ouvert dans le coin.